La respiration, une porte d'entrée vers la posture. Aujourd'hui, on est avec Victoria qui va venir nous dire comment elle bosse là-dessus, autour de la posture, la respiration, etc. Et puis un petit peu son background et ce qu'elle fait, notamment avec les sports de force et autres. Salut Victoria. Salut à vous deux, merci de m'accueillir sur Hello. cet échange neuro. Avec plaisir. Alors vas-y, dis-nous un petit peu qui t'es, ton parcours et tout, parce que t'as un parcours riche et plein de remises en question, donc c'est super intéressant. Ouais, alors du coup moi c'est Victoria, je viens de fêter 29 ans, je préférerais dire que j'en ai 18, mais il faut bien assumer les années qui passent, c'était chouette quand j'étais plus jeune. Alors j'ai un parcours assez complexe, j'ai commencé par des choses complètement différentes, j'ai fait de la politique, du journalisme, de la sociologie. Euh, En parallèle j'étais athlète de force athlétique, j'avais pas mal de problématiques de dos depuis très très jeune, qui ont fait que j'ai eu un parcours assez complexe et j'ai souhaité me réorienter vers des études de sport, mais à cause des problématiques de dos, j'ai dû arrêter régulièrement puisque les médecins disaient que je guérirais jamais et qu'il fallait que j'arrête toute activité. Donc, je t'ai suivi à l'INSEP. Donc, c'était à l'INSEP qu'on me disait ça. Donc, j'ai cherché par moi-même à essayer. Moi, j'étais déjà sûre de vouloir arrêter mes études et de vouloir partir dans le sport. Donc, d'un côté, je voulais professionnellement m'orienter vers ça. Et de deux, moi, je voulais faire de la compétition internationale. Donc, j'ai essayé de me former de toutes les manières possibles et imaginables pour trouver une solution pour me soigner moi-même, parce que je me disais, c'est pas parce que quelqu'un n'arrive pas à m'aider qu'il n'y a pas de raison que je trouve pas une solution moi-même. Donc, du coup, cette volonté, je pense, de guérir et de me soigner m'a poussé à m'intéresser à plein de choses, autant à de la naturopathie, que à des thérapies manuelles, que à de la neuro, vraiment plein de choses différentes. Et de fil en aiguille, j'ai fait un STAPS, un BPGEPS, j'ai monté mon entreprise, j'ai réussi à faire de la compétition internationale, donc j'ai fait les championnats d'Europe en force quand j'étais junior, j'étais en équipe de France junior. Et par la suite, récemment, j'ai intégré une école de kiné aux Pays-Bas parce que j'avais mon entreprise donc, qui est spécialisée dans prévention et réhabilitation d'athlètes, majoritairement des athlètes de force, mais ça dérive aussi sur des enfants, des personnes sédentaires. Donc vraiment, j'ai un peu de tout. Mais je me sentais limitée dans ma capacité à travailler en manuel. Et avec certaines personnes, avec des cas très compliqués, je voyais que le manuel restait quand même important. Et pour être dans les clous légalement, du coup, j'ai réintégré une école de kiné que je finis à la fin de l'année si tout va bien. Donc voilà, je continue à avoir mon entreprise où je travaille de manière un peu différente. Du coup, on en parlait, c'est-à-dire qu'on a, je pense, Mhm. un background assez commun sur pas mal de formations. On a certainement une manière de penser qui se rejoint sur certaines branches. Enfin, on a eu j'aime pas dire des systèmes, mais on a eu des modèles ou au moins des principes qu'on a appris à gauche, à droite. Et avec tout ça, on en fait notre sauce avec notre expérience, parce que j'ai pas la même expérience que vous, j'ai pas travaillé avec le même type d'athlète, j'ai pas ni le même âge. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais on a développé, je pense, des choses similaires. Mais moi, j'ai divergé plus sur la respiration comme Mhm. porte d'entrée sur le système nerveux. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'on fait de la neuro autant tous les deux, mais vous entrez avec des stimulations qui sont différentes de la mienne. Et moi, ma porte d'entrée, c'est vraiment la respiration, puisque je pense que c'est la plus facile d'accès et c'est celle qui prédomine l'ensemble du système. Donc, je pense que même quand je vais travailler avec un athlète, même si je travaille sur toute la sphère neuro, si je laisse la respiration de côté, je vais avoir un dérèglement qui va se mettre euh, par la suite en place parce que le but premier de l'individu est de Ouais. respirer. Et sans une bonne respiration, la survie, elle est mise à mal. Donc, si l'individu respire mal, il va chercher une manière de respirer, même si cette respiration ou ce schéma-là, il va être dysfonctionnel, entre guillemets. J'aime pas dire ça, parce que je pense que c'est pas dysfonctionnel. C'est fonctionnel parce que l'individu, ça va lui permettre de survivre. Donc, c'est peut-être la plus belle forme de fonctionnalité de De mettre en place des s'adapter. compensations, voilà, de Ouais. s'adapter, mais ça va engendrer des problématiques par derrière. Donc, du coup, Ouais. moi, je me suis orientée sur Et ça. c'est et c'est très logique, c'est ce qu'on disait en aparté. C'est de toute façon, déjà, de un, la respiration, c'est le premier truc que tu fais quand tu nais. Et, euh, et puis après, quand tu viens travailler autour de la respiration, etc., déjà, tu travailles aussi les fonctions autonomes. Tu viens aussi réguler un petit peu au niveau du tronc cérébral certaines choses. Bien sûr. Donc, tu as un accès complètement neuro, quoi. C'est un input sensoriel. Et en plus de ça, c'est ce qu'on disait, hein, quand on travaille de manière céphalocodale, donc on travaille au plus proche du cerveau, forcément tu vas avoir un impact qui va être encore plus grand sur le cerveau, surtout chez des personnes qui vont avoir des problématiques ou beaucoup de compensation. Donc c'est super intéressant d'axer là-dessus dès le début, quoi. C'est quelque chose sur Il y lequel je... a, Ouais, vas-y. pardon, il y a un point juste que je voulais qu'on éclaircisse aussi, parce que si maintenant tu dis respiration, il y a une grande partie des gens, ils vont se dire,
calm down, relax, respire lentement, etc. Ouais. Évidemment, il y a plein d'autres stratégies de respiration et je pense que tu peux les développer juste pour que remettre un peu l'église au centre du village, comme on dit. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors la respiration, bah, c'est vrai que tout à l'heure vous me disiez oui, on n'en parle pas beaucoup. Je pense qu'on en parle de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de bouquins qui sortent sur tout ce qui est tolérance au dioxyde de carbone, Hmm. protocole. Puis la respiration, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, déjà dans les sociétés primitives, même si tu regardes dans toutes les sociétés qui ont existé, dans tous les textes, même dans les textes religieux, dans les textes philosophiques, dans les textes même en Asie, tu trouves très très lointain dans les premiers textes qui ont donné naissance au yoga, tu trouves déjà des protocoles de respiration qui influencent la santé et la psyché. Dans les arts martiaux, c'est la base, etc. Donc, je pense il y a beaucoup de choses dessus, mais la respiration comme porte d'entrée sur le système nerveux, on en parle beaucoup moins. Et comme tu dis, il y a plusieurs manières de respirer, mais ça va pas forcément, on va pas toujours chercher forcément à relâcher l'état nerveux. Il y a des cas où il y a des personnes qui sont qui sont très crachées, on va dire, qui sont un peu apathiques, ou parfois chercher à activer le système nerveux, ça va être intéressant. Donc, il n'y a pas toujours ce travail de relâchement de respirer lentement, etc. Déjà, c'est pas un travail inspiratoire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, quand on dit respiration, qui vont penser c'est un travail inspiratoire dans le travail respiratoire, vraiment cette phase d'inspiration, inspirer avec le ventre, etc. On l'entend beaucoup dans certains cours de yoga ou de pilates. Or, c'est pas du tout ça. Là, moi, où je mets surtout l'emphase, c'est l'expiration. C'est la phase qui m'intéresse le plus parce que qu'on voit en général, donc il y aura bien sûr des cas différents, mais ce qu'on va voir de manière majoritaire, c'est des individus, en tout cas dans la population avec laquelle je travaille, c'est des individus qui ont un diaphragme qui est toujours en position inspiratoire, qui ne revient jamais en position de repos, qui reste toujours abaissé, qui crée une position très en extension de l'individu et un état sympathique assez élevé. Donc en général, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement. Et donc, tant qu'on n'a pas un vrai travail expiratoire et qu'on n'a pas une expiration totale où le diaphragme revient en position de repos, on se retrouve avec un diaphragme qui ne peut pas avoir un mouvement correct. Et donc, toutes les inspirations qu'on va faire sont des inspirations superficielles et on ne va pas avoir une activation des nerfs qui va être la même quand on a une inspiration profonde et réelle. Donc, la première base, c'est l'expiration avant l'inspiration. L'expiration va préparer l'inspiration. Et quand on a une expiration concrète, complète, l'inspiration qu'on va avoir derrière va permettre d'activer les nerfs parasympathiques. Donc, si tu regardes la localisation des nerfs sympathiques et parasympathiques, au niveau de la région, plus l'inspiration va être complète et profonde, plus on va venir stimuler la partie parasympathique. Si l'inspiration reste toujours superficielle, on a surtout une activation des branches sympathiques. Et donc, on se retrouve avec typiquement la ventilation d'une personne qui est en état d'anxiété qui reste très très superficielle et qui ne fait que stimuler les nerfs sympathiques. Et Hmm. dès qu'on va avoir une longue expiration et qu'on va ensuite inspirer, mais de manière complètement différente, là on vient stimuler le parasympathique et de là on arrive non seulement à moduler l'état du système nerveux, mais en plus on vient moduler la posture de l'individu parce que ça se voit dès qu'un individu en extension, tu le fais faire une vraie expiration, le diaphragme remonte, le plancher pelvien vient aussi se relâcher entre guillemets et on a un repositionnement du bassin et de la cage thoracique qui se fait qui va moduler complètement la manière dont l'individu va bouger et va, plus que bouger, c'est ressentir le monde. Donc, je pense que je parle beaucoup. S'il faut me couper, il faut me couper. Non, c'est trop intéressant, continue. Mais la manière en fait, le travail que je fais via la respiration est pour moi un travail de perception du monde qui est différent. Donc, on a la manière dont on va respirer, la manière dont le corps se positionne, nous fait percevoir le monde d'une certaine façon. Et le fait avec la respiration, de repositionner un petit peu l'individu et de lui donner des ressentis différents, donc de lui donner accès à certaines régions de son corps sur lesquelles normalement il n'a pas de ressenti, parce que c'est des régions qui sont très verrouillées, ça vient créer des stimulations qui permettent de percevoir complètement le monde. Donc quand je vais faire travailler un individu sur la respiration, non seulement je vais travailler sur la respiration, mais je vais travailler aussi sur des ancrages proprioceptifs, kinesthésiques, où je vais lui demander de ressentir certains muscles, de ressentir certaines parties de son pied, de se positionner d'une certaine manière. Par exemple, si je mets l'individu sur son flanc droit, je vais ouvrir le champ visuel à gauche. Donc, je vais créer toute une ouverture sur le champ visuel à gauche qui va stimuler une certaine partie de son corps. Donc, du coup, il y a des placements particuliers qui vont me permettre non seulement avec la respiration de repositionner le corps, mais aussi de percevoir l'environnement différemment et de bouger différemment dans l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Et, euh, Et au et final, on fait pas mal de choses similaires, mais pas forcément dans le même,
dans le même ordre, etc. Ouais. Mais c'est super intéressant. Mais pourquoi, est-ce que toi, tu as identifié, par rapport aux gens qui viennent te voir, pourquoi ils ont tu sais, cette mauvaise position au niveau de la cage thoracique, cette mauvaise respiration? Est-ce que c'est plus un passif émotionnel lourd ou c'est plus des problématiques de sédentarité ou tu sais, des blessures, etc. Ouais, alors la première chose, c'est qu'on vit dans un monde, déjà à la naissance, et on vit dans un monde qui est organisé de manière complètement anti-horaire. Donc, si tu regardes tout ce que tu fais quand tu vas courir sur une piste de sprint, tu cours dans un sens Hmm. anti-horaire, tu vas au supermarché, tout est organisé de manière anti-horaire. Tout est fait d'une manière, globalement, à déjà créer une préférence ou un schéma dans la manière dans laquelle tu vas te déplacer qui est répété quotidiennement. Deuxièmement, il y a la manière dont l'individu inné, l'être humain, on n'est pas symétrique. Et je pense que la plus grosse erreur, et c'était aussi mon erreur au départ, c'était de chercher à rendre les individus symétriques. Et c'est presque un manque de respect par rapport à notre nature même, à notre génétique, à notre histoire, à notre évolution, parce qu'on a évolué pour devenir asymétrique. Et ces asymétries-là, elles font notre fonctionnalité. Si on était complètement... les asymétries qu'on a, nous permettent de percevoir une différence entre gauche et droite, entre bras droit, bras gauche, entre jambe gauche, jambe droite. Si tout est pareil, le cerveau, lui, il ne peut pas faire la distinction entre droite et gauche parce qu'il a juste une homogénéité. Le fait qu'on ait ces asymétries permet au cerveau de créer une division dans le corps et cette division est à la base même de l'alternance du corps humain. Quand tu vas marcher, le fait de pouvoir alterner bras gauche, bras droit, de pouvoir mettre en synergie la jambe droite avec le bras gauche quand tu vas marcher, de pouvoir tourner la tête, de réciproquer, ces choses-là vont nous permettre de pouvoir nous mouvoir et donc de pouvoir vivre. Si jamais on était complètement pareil, on était complètement symétrique, on n'aurait pas ça. Et donc tout à l'intérieur du corps est complètement asymétrique, même si tu regardes dans les textes d'études, tu regardes les intestins par exemple, les asymétries au sein des intestins permettent la digestion. Si tu n'as pas ces asymétries-là, tu n'aurais pas une bonne digestion. On a le cœur qui est un petit peu plus à gauche, on a un foie à droite qui fait à peu près 1,5 kg. À gauche, on va voir la rate. On a des organes qui ont des tailles différentes. On n'a pas les organes aux mêmes endroits. Et on a aussi également des diaphragmes. Et là, c'est là où la respiration est hyper importante. On a des diaphragmes, on a un diaphragme droit et un diaphragme gauche. Et on n'a pas le même nombre de lobes à droite et à gauche. On a 3 lobes à droite, on a un diaphragme beaucoup plus gros à droite et on a 2 lobes à gauche. Ces asymétries-là vont faire que quand tu vas respirer, l'air va aller différemment dans ton corps et tu vas réussir à amener plus d'air en général à gauche qu'à droite. Et ça va déjà créer des orientations de la cage thoracique. Typiquement, là, si tu me vois, j'inspire, je fais ça. Si j'envoie tout l'air ici, ma cage thoracique, elle va partir à droite, d'accord? Et on va avoir une ouverture ici à gauche. Et le bassin va agir en conséquence pour rester toujours aligné. Dès que tu as une rotation d'une partie de ton hémicorps, tu te retrouves avec une contre-rotation sur l'étage du dessous pour rester aligné et pareil au niveau de la tête. Donc finalement, quand tu regardes l'être humain, on a déjà une asymétrie de base de par nos structures qui ensuite peut être majorée, entretenue ou qui peut être bouleversée parce que parfois on voit des choses différentes par ton historique de vie, tout simplement, tes émotions, tes traumas, évidemment. Je peux prendre le cas, ça va être horrible, mais je vais prendre le cas d'une personne, par exemple, qui a été abusée, par exemple, au niveau des hanches, tu risques d'avoir peut-être un schéma de protection avec une position où la personne, je ne sais pas, elle a peut-être été touchée à un certain endroit, elle va créer un mécanisme de protection et elle va avoir tendance à verrouiller cette zone-là et à peut-être avoir une flexion à cet endroit-là. Donc, on va avoir des schémas bien particuliers. Donc, il y a l'historique émotionnel, il y a l'historique aussi sportif, l'activité que tu vas faire. C'est sûr qu'un mec qui va faire du golf, qui va avoir beaucoup de rotation, comparé à un powerlifter qui va bouger en bilatéral de manière symétrique tout le temps, on ne va pas avoir les mêmes développements, les blessures que tu vas avoir, etc. Donc, je pense qu'il y a un tout, mais à la base, il y a déjà notre génétique. Et ça, je pense que c'est important de chercher à respecter ces asymétries internes, qui ne veut pas dire que c'est mauvais, à partir du moment où on sait intégrer ces asymétries-là. Donc là où il y a le problème, je pense, c'est quand on développe un schéma de sursollicitation, c'est-à-dire qu'on a ce schéma qui va nous avoir tendance à nous faire bouger d'une certaine manière et à surstimuler certaines régions de notre corps. En général, c'est l'hémicorps droit. Si jamais ça se développe et qu'on n'alterne jamais, qu'on ne va jamais explorer d'autres choses, à ce moment-là, on crée une surdominance et on crée une instabilité du côté qui est sous-utilisé. Et à ce moment-là, on commence à avoir de l'usure, des douleurs et des problématiques. Mais si jamais l'individu, de par ses activités, de par les stimulations qu'il va donner, il cherche à donner à son corps conscience qu'il n'y a pas qu'une partie, qu'il n'y a pas un hémicorps, qu'il y a un deuxième hémicorps qui aussi peut travailler, qui est OK, qui est stable, sur lequel on peut venir s'appuyer,
à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Il y aura toujours les asymétries, j'aurai jamais un individu parfaitement symétrique. Et c'est pas mon but quand je rééquilibre les gens. Je leur dis toujours, quand je te prends des photos avant, après, je cherche pas dans 6 mois que tu sois parfaitement calibré sur ma grille posturale. C'est pas le but. Je sais qu'en posturo, on cherche un petit peu ça, mais moi, c'est pas le but, parce que je sais qu'il y aura toujours ces asymétries. Et d'ailleurs, je le voyais sur les formations de posturo que j'ai faites. Je crache pas du tout dessus parce que j'adore la Mm. formation de posturo que j'ai fait. Mais je voyais les photos. En fait, c'était intéressant parce que j'ai fait ces formations après que j'ai un petit peu modifié ma pensée. Et quand je voyais les photos avant-après, les photos après où l'individu est jugé complètement recalibré, complètement nickel. Mais moi, je voyais des choses qui, pour moi, étaient vraiment dramatiques, en fait, sur la personne. Et je me disais, OK, elle est recalibrée, mais au final, je vois les muscles du cou, ils sont toujours hyper Elle a une respiration Mm. hyper superficielle. Elle est toujours hyper en extension. Donc, Mais la ça tiendra pas dans le temps parce qu'en fin de compte, le corps, il va rechercher à, à retrouver son adaptation qui sera le plus saine pour lui. Et du bien coup, sûr. ben, on se rejoint vachement là-dessus. En fait, l'objectif, c'est pas de chercher à calibrer de manière symétrique, mais Ouais, de chercher à optimiser en fait contre la personne pour que son cerveau ait déjà moins de questions à se poser sur comment je dois contrebalancer, mais que les exactement. choses se fassent, en fait, relâcher le tonus, quoi, finalement, et que ça soit plus naturel, Au les possible. adaptations qu'il va faire, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec vous. Bah, je pense que ce que vous faites avec la stimulation neuro, au final, tu cherches tout le temps à donner des stimulations. Et je pense que, Mm. enfin, je sais pas comment vous faites exactement, mais en tout cas, ce que je dis toujours, c'est que quand je fais un plan, souvent, les personnes, elles ont tendance à se dire, ah, je vais recevoir mon plan, je vais faire mon plan 4 semaines, et après, je suis réglée, je suis fixée et tout va bien. Moi, je dis toujours non. Alors, je sais pas si c'est pareil pour vous, si vous donnez quelque chose où vous dites, bah, faut le continuer tout le long, quoi. C'est une stimulation que tu vas devoir faire tout le temps. Mais dans ma tête à moi, c'est toujours la personne va faire la, la, la stimulation, mais c'est quelque chose qu'elle va devoir faire toute sa vie parce que c'est Mm. continuer à Ben donner oui. des inputs à son corps pour éviter de retourner dans ses schémas. Autrement, comme tu dis, avec l'âge, tout le monde va développer des pathologies parce qu'il y a de l'usure qui va se faire parce qu'on a ce schéma qui est prédominant. Ah, on est complètement d'accord là-dessus. Désolée si Complètement. je déborde, j'ai vu qu'on était Non, c'est chouette. Non, mais c'est chouette parce qu'en fin de compte, Non, on a un cheminement de pensée qui se rejoint énormément et juste avec bah, des ports d'entrée des fois qui diffèrent un petit peu, mais qui sont très très complémentaires et c'est très très intéressant. Et, euh, et du coup, ouais, bah, au final, on a ouais, déjà fait pas mal de minutes. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un webinaire pour en Il n'y parler a pas de parce que Dé- c'est souci, on vraiment peut faire un dé- intéressant. webinaire. Ouais, Seb? Déjà, ce que j'aime, c'est de voir une autre personne que. Déjà, ce que j'aime, c'est de voir une autre personne que moi qui parle aussi vite. Donc ça fait plaisir. Ah, ça, je suis désolée, ça, Mais c'est elle les bafouille origines. pas. Elle, Non, elle je suis bafouille pareil. pas quand elle parle Je suis vite. pareil, donc ça me va. Ouais, c'est vrai. Bah, faut faire. C'est les Mais par origines contre, moi, ce que j'ai bien aimé, il y a beaucoup. latino-argentines. Je suis pas latino-argentin, mais je parle vite aussi. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu parlais dès le début directement de modélisation par rapport à chacun dans sa pratique. Et ça, je pense que c'est vraiment important pour tout le monde, tous ceux qui se forment ou qui ont une certaine expérience. C'est pas Mm. d'appliquer tel système, tel modèle ou tel principe à la lettre. C'est en fonction de ton expérience, en fonction de ta pratique, en fonction de ta sensibilité. C'est de pouvoir modéliser un petit peu tout ce que tu vois pour avoir ton propre système à toi. Et que même si on a fait beaucoup de formations ensemble, et on en a plein d'autres de préparateurs physiques, de coachs et de kinés qui ont fait les mêmes formations, mais chacun va l'utiliser de manière différente. Et ça, c'est important pour que chacun se le modélise dans sa propre perspective. Et ça me Bien sûr, parle beaucoup. même ce que Mais vous après, faites ouais, dans tout ce avec que tu dis, il y a beaucoup de points. même ce que vous faites avec Labo RNP, je pense que toutes les personnes qui vont venir là, elles auront jamais les mêmes connaissances, la même expérience, la même Mm. interprétation aussi de tout Absolument ce que pas. vous donnez. Donc, même toi et Adri, si vous avez discuté, vous aurez peut-être une manière différente d'analyser certaines choses. Et À ça, c'est vrai 100%. que quand tu vas faire une formation, faut jamais essayer Et de copier la personne, parce qu'au final, t'auras une influence, ça c'est sûr, on a tous des influences, mais on aura tous une vision différente. Et c'est pour ça que tout le monde a Mm. sa place et tout le monde a quelque chose à apporter au final. Mais c'est pour ça que nous, on dit tout le temps, le labo, c'est pas une méthode, c'est un système. Bien sûr. Tu prends comme tu dois le prendre. Et c'est vrai qu'on a des coachs sportifs, des prépas physiques, des psychomotes, des ergothérapeutes, enfin, plein de métiers, tu vois, des kinés, des ostéos. Et Ouais. chacun va l'inclure comme il le ressent. Et tu vois, on a des kinés qui, eux, vont d'abord pratiquer leur technique, manipulation, etc. et qui vont Bien sûr. peut-être mettre des inputs dedans. Et Ouais. on a d'autres qui vont faire le petit bilan de base et puis après, ils vont travailler dessus. Et en fin de compte, il faut que ça parle à chacun, quoi. Donc, il faut pas être figé dans un truc. Par contre, avoir plusieurs outils, c'est ça qui te permet bah, ouais. d'être réversible et c'est très bien. Bien sûr. Et C'était puis super moi. intéressant. Ouais.
Bah, c'est cette moi qui vous discussion. remercie. Désolée, j'ai beaucoup Euh, parlé. Est-ce que c'était super Non. intéressant, tu vois, moi, ça me rappelle un truc, c'est à un moment, tu faisais pas mal de petits workshops, et moi, à Ouais, chaque fois, j'avais les boules, parce qu'à chaque fois que tu faisais ton workshop spécial j'étais pas respiration et tout, dispo. mais j'étais jamais présent, et je me dis, est-ce que tu fais toujours tes workshops online? Faut que je les reprenne parce qu'avec les cours, là, c'était impossible avec les examens, la thèse et tout, mais je vais les reprendre Hmm. ouais, là, quand je finis en juin. Donc, Ah, tu seras génial. le bienvenu. Mais en tout cas, les gens peuvent toujours te retrouver sur ta page Insta, The Human Ouais, Movement le, Therapy, le mieux, etc. c'est la page Insta, The Human Movement Therapy. Après, j'ai mon podcast où je suis toute seule en solo, mais c'est plus pour faire des petites études de cas ou des réflexions. C'est Hmm. pareil, c'est The Human Movement Therapy Podcast, donc il est sur toutes les plateformes. Et sur YouTube, il y a pas mal de podcasts, d'interviews. Donc voilà. Mais le mieux, c'est mon Instagram. Yes, bah, écoute, c'est parfait. Je te remercie en tout cas d'avoir répondu présent. Je pense Bah ouais, on va avoir beaucoup de questions suite à ça et n'hésitez pas. on va se revoir avec Il y a, il y plaisir. a- il y a- il y a peut-être des chances qu'il faut que tu te prépares un webinaire, je pense. Ok, Après, on verra. sinon, faut faire Ouais, l'heure neuro au lieu de faire le quart d'heure neuro, ça passera c'est mieux. l'heure neuro, ouais, c'est C'est clair. ça. C'est ça. Là, non. À Ben, merci à bientôt. vous. À bientôt. Merci. Bah, écoute, merci beaucoup. Salut, Ciao, ciao, salut. ciao, salut Adrien, ciao, ciao.